It's tea time. Let's go. Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans la catégorie des personnes que sont-elles devenues, j'avais noté le beau Wentworth Miller, alias Michael Scofield dans Prison Break. Je me demandais ce qu'il était devenu parce que je savais qu'il y avait eu un passage à vide à un moment donné. Donc écoutez, aujourd'hui on va parler de lui. Donc c'est parti. Wentworth Earl Miller, troisième du nom, est un acteur donc anglo-américain et il est né le 2 juin 1972 en Angleterre. Il est le premier de sa fratrie composée de 3 enfants. Son père est un avocat et enseignant, tout comme sa mère qui est aussi enseignante. Alors quand il est né, son père était encore étudiant à l'université d'Oxford. Du coup, peu de temps après sa naissance, la famille a quitté l'Oxfordshire pour aller s'installer à Brooklyn aux États-Unis. Et une chose aussi qui est souvent revenue, les origines de Wentworth, parce qu'il est très métissé. Alors effectivement, il a des origines jamaïcaines, également russes, néerlandaises, suédoises, syriennes, françaises et libanaises. Ça fait un sacré beau mélange, hein, on est d'accord. Du coup, plus tard, il déclara « Mon père est noir et ma mère est blanche. Ça fait de moi une sorte de cavalier solitaire des races, coincé entre deux cultures. » Alors depuis sa plus tendre enfance, Wentworth fait du théâtre. Il participait déjà à des pièces quand il était encore en maternelle et il ne s'est jamais arrêté. Donc enfant, il savait pas encore vraiment s'il en ferait un métier. Même en grandissant, il savait toujours pas trop, mais il a toujours continué à pratiquer le théâtre, à prendre des cours, tout ça. Et il était donc inscrit à la Midwood High School à Brooklyn. Et c'est là qu'il a rejoint Sing. Alors Sing, c'est un concours annuel de théâtre musical et il participera à ce concours plusieurs années. Ensuite, il est transféré à la Quaker Valley High School en Pennsylvanie. C'est là-bas qu'il termine ses études secondaires en 1990. Il obtient donc son diplôme et là donc il envisage plusieurs options pour son futur cursus et il finit par demander l'accord de ses parents pour étudier la littérature anglaise. Il s'inscrit donc à l'université de Princeton. Il obtient son diplôme en 95. Pour info, Princeton c'est l'une des meilleures universités US. De toute façon, il était très intelligent, Wentworth. Enfin, il est très intelligent. D'ailleurs, ses camarades le surnommaient Stinky, traduction le puant, en raison de sa prétention et de l'air pincé qu'il prenait pour répondre aux gens. Et c'est pendant ces années justement à l'université qu'il va intégrer un groupe a cappella qui s'appelle Princeton Tiger Tones et ce groupe va lui permettre de faire le tour du monde. Ils vont se produire un peu partout et quelques mois donc après l'obtention de son diplôme en 95, Wentworth décide de déménager à Los Angeles et de tenter sa chance dans le milieu du cinéma et de la télévision. Alors ça va être un petit peu compliqué dans les premiers temps. Comme il le dit lui-même, je suis parti travailler à Los Angeles pour une compagnie qui développait des téléfilms. En fait, mon travail consistait principalement à faire des photocopies et à aller chercher des sandwichs pour mon patron. Il a également travaillé dans d'autres structures telles que des sociétés de management, des chaînes de télé, des compagnies de production et voilà, ça n'a pas été un chemin très facile. Ma route vers la célébrité a été longue, il y a eu beaucoup d'échecs et d'obstacles, mais je ne pouvais pas m'éloigner car j'avais besoin de succès, tout comme on a besoin d'air. Alors, ça va commencer un petit peu à se décanter, il enchaîne les auditions pour des téléfilms, pour des séries télé, et il finit par décrocher un rôle dans Buffy contre les vampires. C'était en 1998. Pour ceux qui se souviennent, c'était l'épisode avec les hommes poissons. Pour vous resituer, ceux qui ont vu Buffy, ça commence à dater tout ça. Ensuite, il va avoir un rôle un petit peu récurrent dans la série Time of Your Life. C'est de 99 à 2000, et il va enchaîner d'autres apparitions, dont Popular, Le Monde de Joan, ainsi que la série Urgence, mais il se fait remarquer dans Dinotopia. Ça, c'est en 2002. Après, il a joué dans un film qui s'appelle La couleur du mensonge et on l'a retrouvé aussi dans Underworld aux côtés de Kate Beckinsale. Donc ça, c'est pour les longs métrages. Alors après, on l'a retrouvé, souvenez-vous, dans 2 clips de Mariah Carey. C'était en 2004. On le voit dans le clip It's Like That, avec d'ailleurs aussi Eric Roberts. Il se
dispute entre guillemets la belle Maria, et il a joué dans la suite, que c'est genre en 2 clips, We Belong Together, et on le voit aussi en 2005 dans la série Ghost Whisperer. 2005 donc, année du tournant. Il va auditionner pour le rôle de Michael Scofield et il va le décrocher naturellement. Ce sera donc pour Prison Break. Alors sachez au passage qu'il a failli ne jamais le jouer parce qu'il a été embauché une semaine avant le début du tournage. Les producteurs galéraient, ils trouvaient pas le type qu'il voulait. Et son partenaire à l'écran, celui qui joue son frère, Dominic Purcell, lui il a été embauché 3 jours avant le tournage. C'était vraiment chaud le timing là pour les deux. Et justement on a un des créateurs de Prison Break qui s'exprime sur la difficulté de trouver le personnage adéquat pour Michael Scofield, et voilà ce qu'il disait: c'était très difficile de trouver un candidat parmi tous les acteurs possibles d'Hollywood. C'était particulièrement difficile à trouver. On avait toutes sortes de gens, certains qui prenaient une grosse voix, mais on n'a pas envie de voir ce genre de type s'en sortir, et d'autres au contraire trop sensibles. Ils pleurnichaient tout le temps. Donc voilà, c'était difficile de trouver le juste milieu pour le prisonnier Michael Scofield, mais le producteur de la série, Brett Ratner, il s'est souvenu qu'il avait vu Wentworth Miller lors d'une audition. C'était pour le rôle de Superman dans Superman Returns. Donc du coup on apprend que Wentworth a auditionné pour ce rôle qu'il n'a pas eu, bien sûr. Et du coup il l'a fait venir, et Wentworth complète en disant: ça s'est passé à la dernière minute. J'ai reçu le script un vendredi de novembre 2004. J'ai passé l'audition le lundi suivant et on m'a donné la réponse le mardi, alors que le tournage commençait le lundi d'après. Et si vous vous demandiez comment ça se passait pour tous les tatouages qu'il avait sur le corps, parce que ça c'était une grande aventure, ça pouvait prendre 4 à 5 heures pour lui appliquer tous les tatouages sur le corps. C'est pour ça que quand il y avait des scènes où il avait un t-shirt, il lui mettait que les tatouages sur les zones apparentes, sinon il prenait trop de retard sur les tournages. Mais voilà, quand on voit torse nu, ça prenait 4 à 5 heures. Juste la préparation. Petite anecdote aussi au passage, Wentworth Miller est quelqu'un de très allergique. Il est allergique aux chats et il ne supporte pas non plus les chiens ni tout type d'animaux. En fait, pour la nourriture, c'est la même chose, il doit faire très attention, mais il est également allergique à certaines personnes. Et ça a posé un petit problème justement, parce qu'il y a eu par exemple une scène qu'il a dû refaire plusieurs fois où il prenait en fait son frère, donc Dominic Purcell, dans les bras pour une accolade. Il a eu des plaques rouges sur le cou. Donc, voilà, petite anecdote, il est très allergique. Bon, la série a connu un énorme succès très rapidement. Il a eu une nomination pour le meilleur acteur au Golden Globes Award en 2005. Il a été également qualifié d'homme le plus intelligent de la télévision. C'est le personnage, Michael. Il a fait plusieurs apparitions du coup dans d'autres films, ça lui a ouvert des portes. Il a aussi doublé son personnage dans le jeu vidéo de Prison Break. Et il a aussi fait plusieurs campagnes de vêtements, dont la marque Gap. Et côté cœur, on l'a vu aux côtés de 2 femmes, dont Mariana Claveno, c'était de 2006 à 2007. On lui prêtait aussi une liaison avec Amy Bryce en 2007 et 2008 environ. Mais en 2007, il y a également eu des clichés de paparazzi de lui qui ont commencé à alimenter des rumeurs d'homosexualité. On l'a vu en compagnie d'un acteur qui est ouvertement gay, qui s'appelle Luke McFarlane, qui joue dans Brothers and Sisters. Et on l'a vu également vite fait aux côtés de Christopher Cusick. Bon, à cette époque-là, ce n'était que des rumeurs, donc on s'est pas trop étalé dessus. Bon, au bout de la 4e saison, à la base ça devait se finir là, donc la série s'arrête. Du coup, lui, qu'est-ce qu'il fait par la suite? Sachant que les audiences s'étaient bien cassé la binette, il va avoir un petit peu de mal à trouver des opportunités, on va pas se mentir. Il a fait une apparition dans la saison 11 de New York Unité Spéciale. Il a aussi prêté sa voix pour divers doublages. Et on l'a vu aussi dans un épisode de la saison 8 de Doctor House, puis dans le film Resident Evil Afterlife. Mais quelque chose qu'on ne lui connaissait pas et que pourtant il adore, c'est l'écriture de scénarios. Donc là, il va passer derrière la caméra. Il va écrire 2 scénarios de films, dont Stalker, qui sera porté à l'écran avec Nicole Kidman et un acteur que j'adore, Matthew Good. Et il en écrit un autre aussi qui s'appelle The Disappointment Room. On arrive à 2013. Nous sommes le 21 août 2013 donc. Il décline publiquement une invitation à Saint-Pétersbourg pour un festival international où il devait recevoir un prix. Et il a donc écrit une lettre ouverte au
au président Poutine, où il explique qu'il ne pouvait pas, en tant qu'homosexuel, en toute bonne conscience, participer à un événement organisé par un pays où des gens comme lui sont systématiquement privés de leurs droits fondamentaux de vivre et d'aimer ouvertement. Donc voilà, il fait son coming out. Comme il le dit lui-même, il n'était pas à l'aise avec l'idée. Enfin, c'est pas qu'il n'était pas à l'aise, qu'il était très nerveux, en tout cas, de le faire. Sa famille et ses amis étaient déjà au courant. Et pourquoi donc il n'avait pas fait son coming out plus tôt? Parce qu'il avait peur qu'on lui donne plus de rôle. Peu de temps après cette lettre, on est le 7 septembre 2013, il y a une conférence de presse qui est organisée par Human Rights Campaign. Et là, il prend la parole. Il explique pas mal de choses très intéressantes. Donc, je vais vous lire un extrait de son discours. Je devais parler de la bonne manière, me tenir de la bonne manière. Chaque jour était un test et il y avait 1000 façons d'échouer, de ne pas rentrer dans le moule. Et lorsque vous échouez, ce qui arrive forcément, il y a un prix à payer, émotionnel, psychologique, physique. J'en ai payé le prix. Comme beaucoup d'entre vous ce soir, j'ai grandi dans ce que j'appellerais un mode de survie. Quand vous êtes en mode de survie, vous faites tout pour finir la journée en un seul morceau. Ce sentiment d'être singulier et différent et seul m'a accompagné quand j'avais 20 ans, puis quand j'avais 30 ans. Quand j'ai eu 33 ans, j'ai commencé à tourner dans une série qui a eu du succès. Pas seulement ici aux États-Unis, mais aussi à l'étranger. J'ai donné des milliers d'interviews. J'ai eu de nombreuses occasions de dévoiler la vérité sur moi, le fait que je sois gay. Mais j'ai choisi de ne pas le faire. J'avais fait mon coming out en privé, à ma famille et à mes amis, aux personnes à qui j'avais appris à faire confiance avec le temps. Mais professionnellement, publiquement, j'étais toujours dans le placard. À choisir entre le placard ou mon intégrité, j'ai choisi la première option. J'ai choisi de mentir, j'ai choisi de dissimuler. Parce que lorsque je songeais à la possibilité de faire mon coming out, à l'impact que ça pourrait avoir sur la carrière pour laquelle j'avais travaillé si dur, j'étais envahie par la peur et la colère et une résistance tenace qui s'est construite sur de nombreuses années. La première fois que j'ai tenté de mettre fin à mes jours, j'avais 15 ans. J'ai attendu que mes parents s'en aillent pour le week-end, d'être seule à la maison et j'avais avalé une boîte de comprimés. Je ne me souviens pas des quelques jours qui ont suivi, mais je suis quasiment sûre que le lundi matin suivant, j'étais dans le bus qui me conduisait au lycée à faire comme si tout allait bien. Quand quelqu'un m'a demandé si c'était un appel à l'aide, j'ai répondu non parce que je ne l'avais dit à personne. Vous n'appelez à l'aide que si vous croyez que de l'aide peut venir et je n'y croyais pas. J'en avais assez, je voulais partir à 15 ans. En 2011, j'ai décidé de m'écarter de mon métier d'acteur et en 2012, j'ai rejoint le groupe d'hommes appelé The Mindcan Project. Il y a plusieurs semaines, alors que j'étais en train d'écrire ma lettre au Saint-Pétersbourg International Film Festival pour décliner leur invitation, je me suis dit que même si une seule personne remarquait cette lettre dans laquelle j'affirme ma vérité, cela valait le coup de l'envoyer. Voilà, c'était important que je la lise parce qu'il résume tout, sa dépression, d'où elle venait, etc., etc. Maintenant donc, on arrive en 2014. Il apparaît dans une nouvelle série qui s'appelle The Flash, et là il joue un rôle, c'est le rôle du capitaine Cold, et il va reprendre régulièrement ce rôle sur plusieurs années jusqu'en 2019. On voit aussi dans un film qui s'appelle Vertige, et en 2016, il reprend encore ce rôle de Captain Cold dans Legends of Tomorrow, qui est un spin-off de The Flash, et on le voit aussi dans Arrow, la série. Et donc là, on en arrive à la fameuse période, on va bientôt refaire une saison de Prison Break, donc la prise de poids. Donc là, ça y est, les paparazzis sont très contents, ils le prennent en photo, ils font les gros titres, regardez le beau gosse de Prison Break, comment il a grossi, nanana, super sympa. Donc il y a une vague, comme je vous ai dit, de fat shaming qui va se mettre en place sur les réseaux et sur les médias, la presse people, tout ça, quelle horreur. Donc il est assigné au rang d'ancienne gloire au physique dégradé, c'est gentil, et ça atteint une telle violence que il a fini par prendre la parole, donc on est en 2016 et là il s'exprime sur Facebook. Voilà ce qu'il dit. En 2010, j'ai pris une semi-retraite. J'ai fait profil bas pour un certain nombre de raisons. La première de toutes, j'étais suicide nana, dès compris, il voulait intenter à ses jours. Mais à l'époque, je souffrais en silence comme beaucoup de personnes. Très peu de gens savent à quel point j'avais mal. Honteux et mal, je me voyais comme endommagée. Et les voix dans ma tête m'incitaient à l'autodestruction. Ce n'était pas la première fois. J'ai souffert de dépression depuis l'enfance. Cette bataille m'a coûté en temps et en énergie, opportunités, relations et aussi des milliers de nuits sans sommeil. Il y a eu des moments où le point culminant de ma semaine a été mon repas préféré et un nouvel épisode de Top Chef. Parfois c'était assez, il fallait que ce soit assez. Donc voilà, addiction à la nourriture comme source de réconfort. Mais il précise qu'il tente d'aller mieux, qu'il fait tout
en tout cas pour aller mieux, et qu'il appelle surtout à la bienveillance de tous et de toutes face à celles et ceux qui luttent en silence. Donc là c'est bon, hein, il décide qu'il se taira plus, il en a ras la houppette de l'industrie et de ses dictates, de la honte, de la gêne des critiques et tout ça, et il a bien raison. Donc on en arrive, comme je vous disais, en 2017, il reprend son rôle de Michael Scofield dans l'ultime saison de Prison Break, et ensuite on va le retrouver encore dans une série, ce sera Madame Secretary. Il a un rôle récurrent dans la 6e saison, on le voit aussi dans Batwoman en 2019, et il revient encore dans d'autres épisodes de New York Unité Spéciale entre 2019 et 2021. Entre-temps, en 2020, sur son compte Instagram, il dénonce les commentaires homophobes dont il fait l'objet. Donc voilà ce qu'il déclare: je ne m'inquiète pas pour moi, je ne peux pas être harcelé sur cet espace. J'y ai beaucoup de pouvoir, effacé, bloqué, désactivé, etc. Mais je prends au sérieux le fait que de jeunes queers puissent venir ici, qu'ils viennent de faire leur coming out ou qu'ils envisagent de le faire. Je ne veux pas qu'ils soient exposés à ces conneries. Au fait, je me retire de Prison Break. Officiellement, je ne veux simplement plus jouer des personnages hétéros. Leurs histoires ont déjà été racontées et encore racontées, donc plus jamais de Michael. Si vous êtes fan de la série et que vous espériez de nouvelles saisons, je comprends votre déception. Je suis désolée. Si vous êtes en colère et perturbé parce que vous êtes tombé amoureux d'un homme hétéro fictif incarné par un homme gay, c'est votre problème. Et le premier qui s'est levé pour le soutenir, c'était justement son partenaire à l'écran, Dominic Purcell. Alors en 2021, donc l'année suivante, il fait une nouvelle annonce sur son compte Instagram où là il révèle qu'il a découvert qu'il était atteint d'autisme. Donc je vous cite, hein, comme tout le monde, la vie en quarantaine m'a pris des choses, mais dans le calme et l'isolement, j'ai trouvé des cadeaux inattendus. Cet automne marquera 1 an depuis que j'ai reçu mon diagnostic informel d'autisme, précédé par un auto-diagnostic suivi d'un diagnostic formel. Ce fut un processus long et imparfait qui avait besoin d'être mis à jour. Je suis un homme d'âge moyen, je n'ai pas 5 ans, et je reconnais que l'accès à un diagnostic est un privilège dont beaucoup ne jouissent pas. Disons juste que ça a été un choc, mais pas une surprise. Et suite à cette annonce, coup de théâtre, il a supprimé son compte Instagram. Je l'ai cherché, hein, voir s'il l'avait rouvert depuis. Non, il y a juste un compte de fan, mais il n'est plus sur Insta. Pour ceux qui n'étaient pas très contents qu'on le reverrait pas dans Prison Break ou quoi, bon, sachez qu'en tout cas, parce qu'ils sont très amis, hein, Dominic Purcell et lui, eh bien Dominic, il a teasé un projet. Là, il n'y a pas très longtemps, hein, c'était cette année. 2023, une grosse année pour nous deux. Ce n'est pas Prison Break. Je crois que nous sommes tous deux en mesure de reproduire son égalité. L'infrastructure est en place, les personnes sérieuses sont en place, la pression est là. Mais on ne sait toujours pas de quoi il s'agit. Donc voilà les dernières news de Wentworth Miller. Voilà pour ceux qui ne savaient pas. Moi je l'avais suivi, hein, au fil du temps comme ça de loin, et j'avais vu qu'effectivement il y avait eu beaucoup de bruit autour de son coming out, autour de sa prise de poids. Bon, c'est vrai qu'il n'avait pas l'air d'aller très bien, il était un peu tombé dans l'oubli, hein. Oui, bon, voilà, maintenant, ceux qui ne savaient pas, hein, savent, hein, il a vécu tout ça. Je pensais pas qu'il avait autant de mal-être, mais c'est vrai que ce type-là, quand je l'ai vu dans Prison Break, je l'ai tout de suite aimé. Bon, c'est vrai qu'il est très très beau, hein, bien sûr, mais je trouvais qu'il dégageait vraiment une douceur vulnérable. Voilà, cherchez le mot, merci. Je trouvais qu'il avait l'air vulnérable. Donc finalement, quand j'ai appris tout ça sur lui, j'étais pas très étonnée. En tout cas, je trouvais que c'était ce qu'il dégageait, de son aura, de sa personne. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà, c'était pas une très très longue vidéo, mais j'aime bien, voilà, tout comme Tara Reid, hein, reparler d'acteurs qu'on a beaucoup vus à une époque et qu'on ne voit plus. Et lui, Wentworth Miller, comme je vous dis, hein, il était sur ma liste parce que je me rappelle que ça avait été la folie, hein, Prison Break, surtout saison 1 et 2. Après, bon, comme je vous dis, ça a commencé un peu à se casser la binette en termes d'audience, mais Michael Scofield, quoi, ça a été une référence, hein, je crois même qu'on le cite encore maintenant des fois dans les textes de rap et trucs comme ça, et Wentworth Miller, quoi. Ben voilà les amis, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, je vous fais plein de gros bisous, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.